Dans cet épisode, on rencontre la docteure Caroline Quashtan, directrice nationale de santé publique et sous-ministre adjointe à la prévention et à la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle est également pédiatre, chercheuse et spécialiste reconnue en prévention des infections. On discute de l'importance croissante de la prévention en santé au Québec à travers la stratégie nationale 2025-2035 et du rôle central des données scientifiques dans la prise de décision. Bonne écoute! Docteur Caroline Quashtan, merci d'être avec nous. Bien, ça me fait grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. Grand plaisir de vous recevoir sur le podcast des leaders de PLS en direct du congrès PLS 2026. Donc, si on entend un petit peu de brouhaha autour, c'est normal, hein? Mm-hmm. Oui, absolument. Il y a de la vie. C'est merveilleux. C'est occupé, ça vibre ici. Docteur Caroline Quashtan, donc vous êtes directrice nationale de santé publique et sous-ministre adjointe à la prévention et à la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mm-hmm. Vous êtes également pédiatre. Oui. Chercheuse et spécialiste reconnue en prévention des infections, entre autres choses. Hein? Donc, on va parler de prévention, évidemment. C'est le thème de notre balado cette année. On veut parler de priorité en prévention, ou plutôt mettre la prévention en priorité. C'est une des choses sur lesquelles travaille le ministère, notamment avec la stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 qui a été lancée en août dernier, et le renouvellement ou la mise à jour plutôt du programme national de santé publique en 2025. Donc, selon vous, qu'est-ce que ça change concrètement dans notre façon de penser la santé au Québec? Bien, je pense que c'est la première fois où on entend un gouvernement se dire que la prévention, c'est la base de la santé, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, tu sais, le ministère de la Santé était beaucoup plus dans le curatif. Traitement. Et exactement. Ouais. Mais si on veut vraiment que notre population reste en santé sur le long terme pour éventuellement diminuer les besoins de services curatifs et thérapeutiques, bien, il faut s'assurer que la prévention soit partout. Donc, il y avait déjà eu la PGPS, qui était la politique gouvernementale en prévention de santé, qui s'est terminée l'année passée, qui a mis les bases de cette prévention-là. Mais là, on essaie de l'amener une étape plus loin. On veut vraiment que la prévention fasse partie de la vie de tout le monde, que ce soit un enjeu de société, que les gens s'y reconnaissent, mais qu'on dépasse l'espèce de prévention individuelle qu'on essaie de faire. Parce que souvent, plusieurs d'entre nous sommes très sensibilisés à la prévention. On mange bien, on bouge, on s'assure d'aller dans la nature, tu sais, de faire tout ce qui est... de bien dormir, donc tout ce qui est bien pour notre santé. Mais il faut réussir à démocratiser... le voir globalement. Mais oui, puis aussi s'assurer que tous les autres ministères et les autres organismes le voient aussi. Donc, comment s'assurer qu'on ait des politiques, par exemple, en éducation, pour s'assurer qu'on réussisse tous à passer au travers de nos études pour, encore une fois, être en meilleure santé plus tard, s'assurer que le municipal puisse mettre en place des pistes cyclables, des trottoirs, en fait, quelque chose pour qu'on puisse se rendre d'un point A à un point B sans risquer de se faire frapper. Tu sais, ça a l'air de toutes petites choses, mais quand on pense la prévention, il faut le voir de toutes sortes de façons et sous toutes ses facettes. Et je pense que cette fois-ci, le gouvernement l'a vraiment vu en quelque chose de beaucoup plus grand, pour essayer d'éliminer justement les inégalités en santé, parce que, on le sait, là, la santé, selon le code postal où on demeure, on n'a pas tous les mêmes chances de survie en bonne santé dans le long terme, accès à l'alimentation saine. Tu sais, l'éducation aussi, parce qu'on dit que c'est très, très lié avec, évidemment, la prévention. Oui, tout à fait. Mais donc, comment est-ce qu'on fait pour que, dans 10 ou 20 ans, on soit capable de dire, peu importe où j'habite dans la province du Québec, j'ai accès à des fruits et des légumes frais, j'ai accès à de l'éducation, j'ai accès à un logement, je suis capable de travailler. Tu sais, donc, comment est-ce qu'on fait pour démocratiser tous les déterminants de la santé, finalement? Puis pour partir de la base et rendre cette prévention globale, c'est-à-dire l'amener partout dans tous les domaines, il faut créer des liens entre les secteurs, des soins de première ligne aussi. Comment est-ce qu'on peut faire ça puis améliorer la prévention? Bien, je pense que présentement, ce qui est merveilleux avec le lancement justement de la politique de première ligne qui vient d'avoir lieu il y a à peine 2 semaines, une semaine, je ne sais plus, là, je perds le fil du temps. mais donc, cette politique-là permet
cartographier chacune des régions pour savoir, bien là, voici qui est-ce qui habite dans ma région, puis voici les besoins, donc voici les services que je devrais mettre en place pour être capable de répondre aux besoins de ma population. Mais ça permet aussi d'aller donner des soins, des services ou enfin de la prévention là où c'est nécessaire. Parce que tu ne peux pas juste t'asseoir puis attendre que quelqu'un vienne se présenter dans ton cabinet ou à l'urgence ou dans un CLSC. Il faut aller là où... Il faut aller là où ils sont. Et c'est là où les organismes communautaires, entre autres, ont un grand rôle à jouer parce qu'ils connaissent leur monde, ils savent comment les rejoindre, ils savent comment leur parler, ils sont capables de commencer cette discussion-là et de les affilier ensuite au réseau de la santé si nécessaire. Mais cette première ligne-là, elle est vitale. Là, il faut, comme vous le disiez, qu'on ait des liens entre les différents professionnels de la santé, les organismes communautaires, et que les gens sachent où se pointer. Mais d'ailleurs, on a reçu le recycle sur le podcast. Donc, plusieurs organismes communautaires font partie, et c'est ce dont on discutait. On disait, il faut qu'ils fassent partie de la conversation. Il faut les intégrer, leur donner une place à la table pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions en fonction de ce qu'eux voient sur le terrain. Parce que c'est vraiment ça. Ils sont là, eux, à même le terrain. Oui, parce que le top-down, ça ne fonctionne pas. Pour la santé, il faut être capable d'aller chercher les éléments du terrain et voir comment est-ce qu'on peut les intégrer. Mais en fait, en santé publique puis en prévention, les organismes communautaires ont toujours été à la table. Ils sont là. Sans eux, on ne serait pas capable de faire autant. C'est clair. Dans l'élaboration de la stratégie de prévention à l'échelle d'une population, quelle place occupent les données scientifiques, les données probantes dans la prise de décision? Bien, écoutez, pour la stratégie nationale de prévention, ça a été la base. Donc, à la base, on a regardé déjà ce que l'OMS avait sorti. Il y a des quick wins, donc des gains faciles qu'on peut aller chercher, où la science démontre que si on met en place un programme X, on va réussir à sauver et à prévenir beaucoup plus de maladies. Donc, c'est vraiment basé là-dessus et sur une revue de littérature que les différentes mesures ont été sélectionnées parce que la stratégie nationale de prévention, c'était une vision. Le plus difficile, c'est l'arrimage entre la stratégie et un plan d'action gouvernemental qu'on va lancer sous peu. La ministre Bélanger l'a dit hier, d'ici à la mi-mai, on va pouvoir le lancer. Très belle annonce, d'ailleurs. Absolument, on est vraiment contents. Mais donc, les différentes mesures qui ont été choisies et priorisées, parce qu'on aurait pu en mettre plein, mais on a un budget limité quand même. Donc, ces mesures-là, c'est vraiment les mesures qui ont été démontrées efficaces sur la base de données probantes. Alors, quand on parle de données probantes, il y a la sélection des mesures, mais il y a ensuite l'évaluation de ce qu'on aura réussi à mettre en place. Pour moi, c'est excessivement important de réussir à faire cette évaluation-là post-implantation. Donc, les données vont continuer à être générées. Il faut réussir à trouver un moyen d'avoir accès à la donnée parce que c'est pas toujours simple au Québec, on le sait. Mais donc, de travailler sur l'ouverture des données pour nous permettre d'aller évaluer finalement ce qu'on a mis en place puis où on a investi nos efforts. Donc, c'est un travail qui est en évolution. Toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça avance. Oui. Et donc, on va de l'avant. Donc, la vision que je donne, c'est vraiment d'être capable de continuer d'aller évaluer ce qu'on met en place et de travailler avec des chercheurs, entre autres, là, pour nous outiller là, dans ce domaine-là. D'ailleurs, en terminant, vous êtes à la fois clinicienne, on l'a dit, chercheuse, aujourd'hui directrice nationale de la santé publique. En quoi vous diriez que votre parcours influence votre vision de la prévention? La façon dont vous en parlez, tu sais, c'est global. Oui. Vous l'avez vu de différents angles. Oui, puis je vous dirais que c'est ce qui rend mon rôle tellement intéressant. J'étais rendue là, mais j'aurais pas pu me rendre là sans avoir fait les autres étapes de mon parcours. Donc, comme clinicienne, je rencontrais un patient à la fois, je comprenais ce qui fonctionnait pas pour ce patient-là. Ensuite, j'ai été en charge de la prévention des infections dans mes différents centres hospitaliers où j'ai été et j'ai compris que sans l'appui fort d'une direction générale, sans le travail interdisciplinaire et intersectoriel, et ça va de l'hygiène et la salubrité à la construction, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, physio et tout ce que vous voulez, et autres médecins, j'étais incapable de faire avancer mes dossiers. Et je vous dirais que d'avoir eu des grands réseaux de recherche, tu sais, j'ai géré des réseaux de recherche à l'échelle canadienne avec tous les hôpitaux pédiatriques, entre autres, bien,
j'ai compris que comme chercheur, on ne comprend pas nécessairement comment ça fonctionne, le gouvernement. On veut aider. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est aider. On veut que notre recherche, que nos projets puissent faire avancer la santé d'une population. Et je pense qu'il n'y a rien de plus porteur que d'être capable de le faire à l'échelle populationnelle. Définitivement. Et donc, j'arrive maintenant dans ce poste-là. Je suis capable de dire je comprends là où les chercheurs sont. Je comprends ce qu'ils sont capables de faire pour m'aider à déployer ma vision au niveau populationnel. J'ai évidemment des réseaux parce que je les connais tous ou à peu près au Québec. Et donc, je suis capable de dire, je sais que ce regroupement-là pourrait nous aider à déployer telle section. Je sais qu'eux ont accès à des données pour lesquelles on n'a peut-être pas accès parce qu'il faut recruter des patients et ils le font déjà. Donc, je suis capable de leur parler. Mais je suis aussi capable, avec mes directrices générales puis mes médecins conseils, d'agir à titre d'utilisateur des connaissances. Parce que souvent, quand tu es chercheur, tu te dis, j'ai besoin de quelqu'un qui va recevoir ma donnée. Qui va tester. Mais de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Comment est-ce que je leur parle? Alors, étant de l'autre côté maintenant, je suis capable de faire ce lien-là puis de dire, ouais, OK, là, tu me dis ça dans ton pitch, mais c'est pas ça que je veux savoir. Moi, ce que je veux, c'est à côté. Fait que es-tu capable de... Donc, vous occupez tous les postes, finalement. Bien, en fait, je les occupe pas, mais je suis capable de comprendre et donc d'envoyer ces messages-là pour que ce qui revienne vers nous soit utile. Et ça, je trouve ça franchement merveilleux, cette vision globale et stratégique, j'adore ça. Vous êtes définitivement sur la bonne chaise. Je pense que oui. Docteur Caroline Coachtan, merci beaucoup. Bien, merci. Merci.